Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. On est le 22 avril 2022. Ça fait beaucoup de 22 à l'intérieur de la même phrase. Néanmoins, on n'est pas en Suisse non plus. Vous voyez le décor derrière, c'est pas du fake, c'est du vrai. De vrai, il fait encore à peu près soleil. C'est encore les vacances pour moi. Ça va durer encore un petit peu. Mais vous voyez, je vous abandonne pas non plus. Je suis là, je suis présent et on va faire comme d'habitude notre petit tour du marché suisse pour voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qui va se passer ces prochains jours. Alors, ces derniers jours, déjà, la semaine a été raccourcie puisqu'on avait lundi de Pâques et que la Suisse était fermée, donc il s'est absolument rien passé. Au moins lundi, ça fait déjà un jour où le marché ne bouge pas. Mais ce qu'il faut continuer à constater pour l'instant, c'est que ça va toujours plutôt pas mal. On voit que les performances du marché suisse sont toujours supérieures, en tout cas beaucoup plus stables que le reste des marchés, beaucoup moins volatiles que les États-Unis, beaucoup moins volatiles que l'Europe. Pour ça, on connaît l'histoire, c'est toujours la même chose. Je me répète toutes les semaines, comme quoi la Suisse, c'est un peu le safe haven. Alors comme aujourd'hui, il n'y a plus de safe haven parce qu'on s'intéresse plus à l'or, parce que les matières premières, c'est délicat, parce qu'on ne sait plus trop comment on va aller se cacher. Nous, on a le franc suisse, il y a la stabilité globale des marchés du pays, en tout cas, qui fait que ça rassure. Et on voit quand même beaucoup de gens qui viennent se rabattre là-dessus. Et d'ailleurs, ça se voit très très bien sur la performance des indices, puisque le SMI continue à bien se comporter, tout comme le SLI. Mieux le SMI, mais ça c'est toujours dû à cause de sa structure assez caractéristique, où il y a quelques grands noms qui tiennent l'indice. Et tant que ces grands noms se portent bien, eh bien tout va bien. Alors cette semaine, il y a eu un seul petit nuage dans le ciel, et c'était un peu Roche. Alors Roche a atteint les 400 francs suisses, on verra le graphique tout à l'heure. Mais Roche a atteint des niveaux comme prévu, on va dire. Et puis dans la foulée derrière, l'UBS est venu downgrader la société et l'a recommandé à la vente. Alors, c'est vrai qu'après la performance relative du bon Roche ces derniers temps, on peut comprendre que les gens aient envie de prendre les profits. De là à dire qu'il faut la vendre, je ne suis pas à 100% d'accord, mais en même temps je ne suis pas analyste à l'UBS. Et en même temps on connaît l'efficacité et la performance fantastique des analystes. Nul n'est besoin de revenir sur l'histoire de Netflix qui s'est passée ces derniers jours. Donc voilà, en gros, Roche a mis un petit peu la pression au milieu de la semaine, mais comme on va le voir sur les graphiques tout de suite maintenant, eh bien ça s'est relativement bien terminé, puisque techniquement, on a fait exactement ce qu'il fallait sur le SMI. Alors comme vous le voyez sur le graphique à l'instant, eh bien on a eu dans cette période relativement troublée, relativement volatile ces derniers jours sur les marchés mondiaux, un SMI qui s'est relativement bien stabilisé. On voit très clairement que l'indice est allé se poser là où il devait aller se poser. On voit qu'on a tenu la moyenne mobile des 200 jours. Alors comme je le dis toujours, c'est plus célèbre aux États-Unis, c'est plus regardé aux États-Unis qu'en Suisse. Mais on le voit dans la pointe de la flèche que la petite queue rouge qui était venue se poser sur la moyenne orange, le fait qu'on a relativement bien tenu et ensuite on a rebondi. Ça correspond un peu au downgrade qu'il y a eu sur Roche depuis le début de la semaine. Donc ça s'est bien passé au niveau du SMI, l'indice a bien tenu et revient dans cette espèce de petit canal haussier qu'on a commencé à dessiner. Donc de ce côté-là, tout va plutôt pour le mieux du côté du SMI. Si je regarde rapidement pour vous faire de nouveau ce petit parallèle par rapport à ce qui se passe sur l'Europe, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on peut comparer les choses, on voit que l'Allemagne est en train de ressortir de ce canal descendant. Donc c'est la première fois depuis un bon moment qu'on voit qu'il y a des petites améliorations météorologiques sur l'Allemagne. L'indice allemand ressort de cette tendance baissière dans laquelle il est depuis un bon moment. Et donc ça c'est une bonne nouvelle, alors, bonne performance du côté des Allemands. Et puis le SMI a un tout petit peu moins performé que l'Allemagne cette semaine. Bon, on peut comprendre avec le retard qu'avaient accumulé les Allemands, c'est un petit peu logique. Pourtant, j'en parlais dans le Morning Bull de hier, le PPI allemand fait vraiment super peur au niveau inflationniste en Allemagne. Mais enfin, pour l'instant, affaire à suivre. Les choses se passent plutôt bien sur l'Allemagne, mais on voit qu'il y a une corrélation un petit peu différentielle qui est en train de se faire sur les deux indices. Et si je reprends maintenant nos bons vieux indices suisses et que je reviens sur le SLI, le Swiss Leader Index Total Return, alors on voit que lui, il est en train de rattraper le retard. Là, on a quand même un rebond assez spectaculaire cette semaine. On vient se poser aujourd'hui sur des niveaux très intéressants. On est revenu, donc on a aussi un canal qui se dessine pas aussi flagrant à la hausse que le SMI le fait, mais on a cassé la moyenne mobile des 200 jours et ça il faut quand même le signaler.
Merci à certains big names du SLI qui sont en train de se reprendre, entre autres comme, pour ne pas le citer, ABB, dont on reviendra sur le sujet des résultats tout à l'heure. Donc voilà, le SLI va relativement bien, le SMI se porte bien, tout a l'air d'aller se porter pour le mieux, en tout cas cette semaine, jolie semaine, et quelques bonnes nouvelles aussi au niveau des résultats, puisque je vous l'ai dit régulièrement, la saison des résultats est en marche, et ça va être très très chaud ces prochains jours, puisqu'on a déjà en première ligne cette semaine des Nestlé, des ABB, la semaine prochaine on aura Crédit Suisse, UBS, on aura Novartis, on aura Roche, donc il va y avoir du monde au balcon comme on dit, mais pour l'instant on va faire le tour de ce qui s'est passé. À propos des mouvements de la semaine dernière, il faut noter aussi la performance ou la sous-performance hebdomadaire de la Swiss Re. La Swiss Re qui a donc détaché son dividende. C'est pas une question de problème financier, c'est pas une question de mauvaise nouvelle, c'est simplement une question que, eh bien, ils ont détaché leur dividende, plus de 6% de dividendes qui ont été détachés. Donc c'est une bonne nouvelle, il ne faut pas s'inquiéter du mouvement. Ça se voit sur le graphique bien sûr, mais il faut simplement venir se repositionner gentiment et toujours acheter ce genre de boîte sur faiblesse, parce que c'est comme ça qu'on profite du dividende et c'est comme ça qu'on profite de la performance sur le long terme. Donc si vous avez des Swiss Re en position, vous ne posez pas de questions, peut-être même si vous n'avez pas besoin du dividende, utilisez le dividende pour le réinvestir dans de nouveau de la Swiss Re, comme ça vous en aurez un tout petit peu plus l'année prochaine, et c'est comme ça qu'on fait grossir le capital investi régulièrement au fur et à mesure. Alors vu que beaucoup d'entre vous se sont inquiétés du mouvement de Swiss Re la semaine dernière, c'est vrai qu'on regarde rarement les dividendes qui sont détachés, enfin moi je le fais pas assez souvent. Alors mea culpa, mea maxima culpa, cette semaine je vais vous présenter les dividendes qui sont en cours cette semaine et les dividendes qui seront payés la semaine prochaine. Donc cette semaine il fallait retenir le paiement de dividendes d'Adecco, d'Ascom, de Geberit entre autres qui ont été payés cette semaine, et de Swiss Re donc ont été payés le 19 avril. On a encore Calida qui a été payé mercredi, puis Comet, et puis Caterpillar a été payé, mais Caterpillar c'est aux États-Unis, mais comme c'est le certificat qui est traité en Suisse, ça rentre aussi dans les listes. Et puis Görg Fischer, Gurit, Imo, Helvetic, RBC ou bien Vetropac qui ont payé leurs dividendes cette semaine. En ce qui concerne la semaine à venir, eh bien, on aura les dividendes. Alors là, il y aura du monde aussi, hein, c'est un peu la période. Enfin, fin avril, on a Sembra, on a Elma, on a Cardex, on a Arbonia. On aura Kudelski, on aura Swiss Life. Là aussi, il faudra vous attendre à un mouvement assez important sur Swiss Life. Vous voyez à droite, dans la colonne à l'extrême droite, c'est le dividend yield, le rendement que vous touchez aujourd'hui sur les actions. Et puis, à la fin, c'est un petit peu moins connu. Swiss Retail Properties, Bystronic, IVF, Hartmann. Enfin, pas des trucs très, très intéressants. Je doute que certains d'entre vous les aient en position. Et puis, vendredi prochain, il y aura également les paiements de dividendes de Barème, la banque cantonale de Bâle, sauf erreur, et puis Micron ou encore Vifor qui viendront détacher leurs dividendes. Alors si vous êtes actionnaire de ces actions, méfiez-vous, il risque d'y avoir 2-3 mouvements sur ces dites actions en question. Côté chiffres de la semaine, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, nous avons eu Nestlé qui a publié ses résultats. Alors Nestlé est toujours dans une situation assez, je ne vais pas dire critique, mais beaucoup sous les feux de la ronde, parce que pour l'instant, Nestlé, eux, ils sont dans le milieu des matières premières, inévitablement, la hausse des matières premières, l'inflation qui vient rebondir derrière, il y a toujours cette espèce de mix au milieu de Nestlé qui n'est pas forcément un bon avantage. On a eu aussi l'affaire Buitoni la semaine dernière qui n'a pas forcément rassuré les gens sur Nestlé, mais ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que finalement, les chiffres étaient excellents, voire très bons. Ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance interne était à plus de 50%, que la plupart des divisions ont des croissances de plus de 10%. Enfin, on peut qualifier les résultats de Nestlé de bons, on va pas dire parfaits, pas exceptionnels, pas aussi bons que Tesla, bien sûr, mais globalement des bons chiffres. Donc encore une fois, une bonne nouvelle sur Nestlé qui s'en sort bien au milieu de cette espèce de meltdown de matières premières. C'est quelque chose d'assez symptomatique parce que ça fait un petit moment que je suis dans ce métier et on a toujours peur des mouvements de marché, des mouvements des matières premières, des mouvements des monnaies qui pourraient influencer Nestlé, mais il ne faut pas oublier qu'ils font un peu ce métier depuis quelques années et puis qu'ils sont habitués à gérer finalement ces risques, que le risque monétaire a toujours été hyper bien géré, que le risque de matières premières a toujours été hyper bien géré. On peut imaginer que les gars, ils n'achètent pas forcément
du maïs en flux tendu, ils doivent déjà protéger leur position, utiliser du trading des futurs pour se hedger, pour protéger ce risque. Et donc le résultat est là, le résultat est payant, ça fonctionne. Les chiffres de Nestlé étaient bons et ça se ressent d'ailleurs sur le titre, ça se ressent aussi sur les commentaires des analystes, puisqu'on a eu entre autres la ZKB qui est revenue avec un target à 138 sur Nestlé, donc on a une jolie marge de progression sur le titre. On a Fontobel qui a fait des commentaires très positifs sur les chiffres et qui se montre enthousiaste et surpris en bien aussi par ce fait qu'au milieu de cette catastrophe des matières premières, eh bien Nestlé s'en sort encore une fois très bien, comme le montre le graphique en ce moment. Alors comme vous le voyez sur le graphique, eh bien on est toujours dans cette tendance haussière. Vous voyez que si la ZKB a raison dans son target, on va remonter gentiment en direction des 138, donc le haut du canal dans lequel nous sommes aujourd'hui. On voit qu'il y a eu une hésitation là, cette semaine, mais que finalement on s'en sort plutôt pas mal et on est plutôt encouragé pour l'avenir de Nestlé. On va dire ça comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter de manière exagérée pour l'instant. On voit qu'ils ont bien géré la crise et pour l'instant on peut espérer une reconstruction ces prochains temps. Il faudra faire attention à cette tendance, ce canal qui est dessiné, que vous voyez là, qu'elle a depuis un moment. On l'a testé plusieurs fois ces dernières semaines, on est revenu en dessus de la moyenne mobile des 200 jours, ce qui n'est que bonne nouvelle. Pour l'instant on reste dans ce canal, on va dire qu'il faudrait quand même que Nestlé continue à s'établir en dessus des 120 francs suisses pour l'instant, pour qu'on n'ait pas d'inquiétude en cas de rupture de ce niveau de support et des 120 francs suisses, et on pourra commencer à s'inquiéter. Bon chiffre aussi chez ABB. Alors ABB c'était un petit peu le train de patin de la cote ces derniers temps, on avait de la peine à le voir rebondir. Moi j'étais un peu déçu par la performance du titre, les chiffres étaient excellents. Alors, il y a eu 2-3 commentaires négatifs sur le côté semi-conducteur. Ils ont des problèmes de shortage sur les semi-conducteurs chez ABB dans le domaine de la robotique, surtout parce que ce n'est pas une surprise. Alors, tous ceux qui font des semi-conducteurs en ce moment vous diront la même chose. On a déjà assez discuté, reparlé du sujet dans le secteur automobile entre autres. Donc ce shortage est présent un peu partout et partout un petit peu, et donc du coup eh bien c'est un petit peu le seul point noir que ABB a annoncé. Pour le reste, les chiffres étaient plutôt encourageants, plutôt bons. On voit que le chiffre d'affaires s'est accru de 1% à plus de 6,9 milliards et les commandes ont grimpé de 21% à 9,3 milliards. Le bénéfice net a dépassé les attentes, ils étaient en hausse de 20% à 604 millions de dollars. Et globalement toutes les divisions se portent plutôt bien et c'était ce qu'on peut qualifier un très bon trimestre pour ABB. D'ailleurs ça se voit très clairement sur le graphique qui rebondit massivement depuis l'annonce des résultats. Vous voyez donc clairement, j'avais dessiné la semaine dernière cette espèce de construction de Head and Shoulder avec un risque de cassure si on venait s'établir en dessous des 30 francs suisses. Eh bien ça a bien tenu avec l'annonce des résultats, le titre a rebondi massivement. Maintenant on part à l'assaut de la moyenne mobile des 200 jours. Il faudra faire très attention, la prochaine résistance est toute proche, il faudra vraiment se dire que sur la zone des 33 francs suisses aujourd'hui on a une résistance et il faudra la passer si on veut commencer à espérer un retour en direction de mon objectif annuel de 39,50. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais en tout cas, la bonne nouvelle pour l'instant, c'est qu'on a réussi à tenir. Si on vient buter contre cette résistance à 33 francs suisses, il faudra commencer à se dire qu'on pourra se faire de nouveau un repli de 10% en direction des 29,50, 29 3 quarts pour rentrer dans ce qu'on appelle une configuration de range latéral, ce qui devrait permettre sur le moyen long terme de faire quelques opérations de trading sur ABB en surveillant finalement, comme on voit les flèches que je vous ai dessinées qui font l'aller-retour au milieu du canal, qui font l'aller-retour au milieu. À chaque fois il y a 10% à prendre pour aller chercher une cassure à la hausse au-dessus des 33, finalement le jour où toutes les étoiles seront alignées. Alors pour ceux qui ont envie de jouer ce genre de choses, eh bien n'oubliez pas qu'il existe toujours pas mal d'instruments sur les plateformes en Suisse, type des VAR en call pour jouer la hausse et des VAR en put pour jouer la baisse, pour essayer de profiter de ce range. Mais pour ça, il faudra d'abord voir comment on va réagir, on espère, ces prochains jours pour aller faire le test de cette résistance en direction des 33 francs suisses. Donc résistance à 33 francs suisses, support à 29 3 quarts sur ABB. Surveillez-le bien. Pour l'instant, il y a un range à jouer, mais si on vient à casser les 33 avec un peu de volume derrière, on pourra dire qu'on est sorti derrière et là, on parlera peut-être enfin de nouveau de plus haut historique et on aura mis derrière nous et cette histoire de Head and Shoulder que je vous montrais sur le graphique il y a quelques instants. Temenos, alors Temenos, le titre se bat toujours, on va le voir après sur le graphique, sur ses résistances autour des 98, 99, 100 francs suisses dans cette petite zone
de résistance qui est technique mais aussi psychologique, on va le voir tout de suite. Mais à côté de ça, il faudra noter qu'ils ont encore signé un contrat. Je crois qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que Temenos ne signe pas un nouveau contrat avec une nouvelle banque pour distribuer ses softwares. Donc la société va bien, elle se développe. Et je reviens toujours un peu avec mon côté spéculatif, mais n'oubliez pas non plus qu'il y a quand même un fonds d'investissement de private equity qui leur tourne autour et qui n'a jamais dit qu'il n'était plus intéressé. Donc moi je serais ce fonds de private equity, je commencerai à regarder de nouveau attentivement parce que là on vient aussi dans une configuration technique intéressante. On peut espérer une cassure à la hausse. Bon, il faut dire que la semaine dernière, on a aussi eu un downgrade sur Temenos de la part de nos amis de chez Goldman Sachs. Et, comme on le sait toujours, hein, quand Goldman Sachs dit, c'est que c'est vrai. Et donc du coup, il y a eu un downgrade et un petit coup de froid sur Temenos. Mais néanmoins, le titre a relativement bien résisté dans cet environnement marché. J'ai envie de dire que c'est presque une surprise parce qu'il faut quand même être assez fort dans ces baskets pour résister à des downgrades de la part de Goldman Sachs, surtout en ce moment où on a des marchés qui sont quand même relativement fragiles. Donc à surveiller attentivement ces prochains temps. Si on arrivait à avoir cette cassure haussière sur Temenos au niveau des 100 francs, ce serait pas mal. Je vous montre le chart tout de suite. Alors vous voyez, on voit très bien la bougie rouge à la baisse qu'on a eu il y a 2 jours en arrière, qui représente le downgrade de Goldman Sachs. Il va falloir qu'on aille donc chercher ce point de résistance qui est identifié par une petite croix bleue. Donc, du moment où on aura réussi à casser cette zone là, eh bien on va pouvoir commencer à repartir à l'assaut de la tendance baissière qui passe un petit peu par là. Donc ça va être assez intéressant de voir comment Temenos va s'en sortir. Pour l'instant, elle a l'air d'accumuler un petit peu d'énergie. Je ne pense pas que ça va se produire dans les quelques jours à venir. On va peut-être consolider, digérer ce downgrade de Goldman Sachs ces prochains jours. Et puis ensuite, on pourra commencer à reparler de cassure. Mais j'imagine que, comme j'en parle à peu près toutes les semaines, on y reviendra encore la semaine prochaine. Toujours dans les chiffres trimestriels, il y a Tsour Rosé qui a publié des chiffres. Alors on l'a vu à l'intérieur des chiffres, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas très bon non plus. C'est pas fabuleux sur le fond. Ça reste plutôt flat, plutôt plat, on va dire. On sait aujourd'hui que quand les chiffres sont mauvais, la sanction est terrible sur les marchés financiers. On l'a vu cette semaine sur Netflix pour ne pas la citer. Mais en tous les cas, Tsour Rosé s'en sort relativement bien. Mais ils ont encore réitéré cette problématique d'ordonnance électronique qui a été repoussée. La mise en place d'une ordonnance électronique qui était mise en place, qui devait être mise en place en Allemagne, qui a été repoussée au calendrier grec. Et surtout en ce moment, l'Allemagne, ils ont d'autres problèmes techniques que mettre des ordonnances électroniques en place, comme trouver du gaz par exemple. Et donc du coup, Tsour Rosé est un petit peu en dépression nerveuse, comme on le voit très bien sur le graphique. Le graphique de Tsour Rosé est donc en pleine dépression, il n'y a pas d'autre thème. Hein. Le titre est vraiment sous pression depuis cette mauvaise annonce. Hein. Il y a une constante affaiblissement quand on voit qu'il y a encore pratiquement un an on était à 490 sur le titre et qu'aujourd'hui on se traite à 100 francs. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors il faudra quand même surveiller si un jour les choses se repositionnent au niveau de l'ordonnance électronique, mais c'est pas pour tout de suite. Techniquement on est revenu tout en bas du range, on a cassé les derniers supports, on n'arrive pas à remonter, on vient quand même de s'enquiller 2 semaines de baisse consécutives. Et hier, avec des chiffres relativement mauvais, le titre réussit enfin à limiter la casse. Alors techniquement, j'aurais envie de dire que qu'on peut essayer de jouer un petit rebond là, mais il faudra vraiment avoir du courage. Et je pense qu'en ce moment, il y a vraiment mieux à faire sur les marchés financiers que d'aller se repositionner maintenant sur Tsour Rosé sans information fondamentale de plus. Surtout que lors de la publication des chiffres, la société n'a pas annoncé grand-chose de neuf par rapport à ce qu'on peut attendre. Voilà, on va continuer à la surveiller parce que ça reste quand même une action qui est extrêmement bien suivie et bien appréciée des villes spéculateurs qui font beaucoup de trading en Suisse. Donc on va continuer à garder un œil sur Tsour Rosé ces prochains temps. Parlons maintenant des petits tours par le secteur des bancaires. Alors le Crédit Suisse cette semaine a fait un profit warning. Oui, je sais, ça fait au moins 2 semaines que je ne vous ai pas parlé du Crédit Suisse et encore une fois, c'est pour en dire du mal. Non, j'exagère, mais le fait est que le Crédit Suisse a quand même publié un profit warning, donc ils vont augmenter leur provision à 700 millions de francs suisses. Ils ont annoncé que lors des résultats qui seront publiés la semaine prochaine, la Banque Suisse va annoncer une perte sur ce trimestre. Alors ils expliquent que c'est Archegos, que c'est Greensill, que c'est le président géorgien. Enfin bref, ils ont largement assez de casseroles pour justifier cette problématique de profit warning. Donc on va évidemment en reparler. Alors au point où on est le titre, on n'a plus grand chose à attendre sur Crédit Suisse pour l'instant. On espère qu'un jour ça va changer. Le message du conseil d'administration, c'est
c'est quand même de dire que oui, mais c'est des affaires qui datent d'il y a longtemps. Alors je vais aussi me faire l'avocat du diable, mais moi ça fait 35 ans que je suis dans le métier et ça fait 35 ans qu'on nous dit que ça va mieux et ça ira mieux plus tard. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils continuent à toujours être spécialistes pour se prendre des casseroles derrière. Et puis, ça reste toujours un petit peu un problème. Alors, forcément, ils ont déjà annoncé la couleur. Le titre a légèrement baissé cette semaine. Ils sont tellement bas qu'ils ne peuvent pas baisser beaucoup plus. Mais il n'y a plus grand-chose à attendre sur le Crédit Suisse, comme on le voit sur le graphique pour l'instant. C'est un titre qui est vraiment délaissé pour le moment. Trouver le moment où la dynamique va se remettre en place, ça va être difficile. C'est clair que le potentiel de hausse est quand même plus intéressant que sur l'UBS pour l'instant. Mais en même temps, il y a tellement de trucs qui traînent derrière qui sont un problème. Et puis à côté de ça, bien la bonne nouvelle pour l'UBS, c'est que finalement le Crédit Suisse fait fête par avant, puisqu'on a l'impression que vous avez le mauvais élève au fond de la classe et le bon élève sur le premier rang. Et l'UBS continue à annoncer des bonnes nouvelles. Et on dirait qu'ils font tout juste, mais c'est clair qu'ils ont l'effet de base avec le Crédit Suisse derrière qui font tout faux. Donc à côté vous avez le pauvre au fond de la classe qui n'arrête pas de faire des conneries et qui recommence à en faire à chaque fois, et puis il y a l'autre devant qui se contente de faire son boulot et qui s'en sort relativement bien ces derniers temps. D'ailleurs, si on voit le graphique de l'UBS qui publiera aussi ses résultats la semaine prochaine, eh bien l'UBS se trouve aujourd'hui dans une configuration plutôt appréciable, hein, puisque encore une fois on est revenu dans cette tendance haussière. On a eu de la peine, mais on revient gentiment. Si on a envie, si on aime jouer les résultats, on peut essayer d'acheter l'UBS maintenant pour jouer un rebond en direction des 18,50, 19, avec une bonne surprise au niveau des résultats. Néanmoins, il faut quand même mettre un bémol à cette histoire de résultats sur l'UBS. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, on a quand même vu beaucoup de banques qui sont venues avec des chiffres un petit peu décevants, un petit peu en dessous des attentes, tout en disant que c'est toujours toute la faute à l'Ukraine. Donc effectivement, on a vu JP Morgan, on a vu d'autres banques américaines faire pas des profit warnings, mais justifier des résultats médiocres à cause de l'Ukraine, parce qu'ils ont dû prendre beaucoup de provisions pour les crédits pourris et les crédits qui pourraient ne pas être remboursés à cause de l'Ukraine. Donc il se peut que l'UBS vienne un petit peu dans cette même thématique en se disant oui c'est bon mais quand même faites attention. Donc il pourrait y avoir quelques petites déceptions. Comme je le dis à chaque fois sur les bancaires, c'est toujours très difficile d'interpréter les résultats des banques suisses et ailleurs, parce que finalement c'est tellement compliqué leur bilan et c'est tellement compliqué à faire des anticipations que finalement on est toujours complètement à côté des attentes. Ça c'est pas une grande surprise, mais on sait jamais trop comment les interpréter. Donc techniquement on est revenu dans le canal haussier, c'est une bonne nouvelle. On peut avoir envie de jouer les résultats pour les plus courageux. Il y aura probablement un effet de base à cause des mauvais chiffres du Crédit Suisse, mais globalement il faut quand même se méfier, parce qu'aujourd'hui on a vu quand même beaucoup de bancaires venir annoncer des chiffres médiocres à cause de l'Ukraine, alors que tout le monde s'est repositionné sur les bancaires à cause des taux qui remontent. Regardons encore deux graphiques rapidement. Le premier c'est celui de Novartis. Alors Novartis, on va faire très rapidement, il n'y a pas eu de grandes nouvelles, ils vont publier leurs chiffres la semaine prochaine également. Le titre est revenu parfaitement, il a fait exactement le mouvement de range latéral dans lequel on est aujourd'hui. Alors, est-ce que maintenant on aura la puissance de casser à la hausse? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, Novartis se comporte très très bien, mais n'arrive pas à sortir de ce range. Comme on le voit sur le graphique à l'instant, eh bien, Novartis est un peu bloqué dans ce range autour des 86 et des poussières 87 francs suisses. On voit que c'est difficile, hein, et si on regarde le range sur le long terme, eh bien on a un bas du range à 73,50 et une résistance à 87 francs suisses, et ça va pas être facile de sortir de ce range, donc il faudra vraiment surveiller ça ces prochains temps. Aujourd'hui, Novartis a bénéficié quand même de la petite déception sur Roche après le downgrade que l'UBS a fait en début de semaine. Ce downgrade a donc pénalisé le titre fortement sur Roche, et du coup on se dit si Roche a fait un petit peu tout juste depuis ces derniers temps puis qu'il n'y a plus grand chose à attendre selon l'UBS, eh bien peut-être que les gens vont se dire je vends mes Roche et je reviens sur Novartis. Le problème c'est que Novartis a quand même fait un rebond assez spectaculaire ces derniers temps, et il faudra commencer à être capable de gérer le bon grain de livret. Néanmoins, je pense que sur faiblesse, il faut racheter du bon rush, hein. Le bon rush continue à être faible, mais c'est un peu l'effet vente du côté UBS, comme on l'a mentionné plusieurs fois déjà. On peut imaginer qu'on revienne sur la moyenne mobile des 200 jours, ou alors, donc il nous mettra à 360 sur le bon rush, ou alors à 340. J'irais volontiers me positionner déjà à 360 pour essayer de racheter du bon rush ces prochains temps s'il y avait l'occasion d'aller jusque là, ce dont je doute quand même.
mais le risque maximal devrait se situer sur les 340 francs suisses. Après, c'est toujours la même chose, hein. Vous avez rarement des actions qui montent directement au ciel, ce qui fait qu'il y a encore un petit peu de patience à avoir sur Rush, mais pas non plus de panique à mettre en marche non plus. Deux choses encore à signaler rapidement, et bien c'est le split de Straumann. Peut-être vous avez vu que vous avez un titre qui est passé de 1200 à 120. Alors, c'est pas à cause d'un mauvais résultat, c'est pas à cause qu'ils ont perdu des abonnés. Non, je plaisante, clin d'œil amical à Netflix. Ce qu'il faut retenir, c'est que Straumann a donc splitté le titre par 10 pour espérer générer de la liquidité et espérer retrouver un petit peu de sa superbe qu'on avait eu il y a quelques mois et quelques années en arrière. Mais pour l'instant, c'est pas dit que ça fonctionne. Fontobel s'annonce assez positif sur cette nouvelle-là, parce que ça devrait générer un petit peu plus d'intérêt sur Straumann. À suivre attentivement, mais sachez que si vous avez une grosse différence par rapport au prix d'il y a une semaine, c'est pas le graphique a subi en fait une mauvaise nouvelle, c'est simplement que finalement la société a été splittée par 10 et que sur certains systèmes graphiques, eh bien, certaines boîtes n'ont pas encore mis complètement à jour le graphique de Straumann, ceci expliquant cela. Et puis, on notera aussi un upgrade ces dernières heures sur Sembra Money Bank. Alors Sembra Money Bank, vous vous souvenez, c'est une boîte qui s'était fait juste massacrer parce qu'elle a perdu son plus gros client au mois de d'août l'année passée, et donc son plus gros client Migros, Sembra qui fait du crédit, et donc depuis on est dans une phase de recovery, et on a eu des commentaires positifs sur Sembra de la part du Crédit Suisse qui pense que ils se sont mis à outperform, donc à acheter massivement parce qu'il y a un gros potentiel de rattrapage. À voir et à suivre attentivement. Bon, il a déjà fait un sacré boost si on regarde le graphique, puisque Sembra revient de très très loin. Au plus bas, on était quasiment à 52 francs et aujourd'hui, on est quand même à 74,50. Ça fait déjà un sacré chemin de parcouru. Donc, on termine rapidement maintenant avec les résultats de la semaine prochaine. Alors, les résultats de la semaine prochaine, je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans cette présentation, dans cette vidéo. Nous avons Roche qui publiera lundi, et nous avons Novartis qui publiera mercredi, ainsi que l'UBS Kuehne+Nagel Temenos. Et puis mercredi, nous aurons le Crédit Suisse qui a déjà fait son profit warning. Et on terminera jeudi avec Swisscom, Straumann, Clarion, Bucher, Micron. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde qui publiera cette semaine. Donc ça laissera pas mal de choses à discuter et à raconter la semaine prochaine dans le prochain Swiss Bliss. Voilà, c'est tout pour cette semaine raccourcie pour cause de lundi de Pâques. Beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. On va se retrouver le vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss pour refaire le point sur le marché suisse. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, un très bon vendredi, un très très bon week-end. Je me réjouis de vous retrouver de toute façon lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live comme d'habitude, toujours depuis la montagne parce que je suis encore en vacances une semaine, et oui, de temps en temps ça arrive, mais vous voyez, je vous ai pas laissé tomber. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, de liker cette vidéo, de la partager, de profiter de la vie parce qu'on vit qu'une fois, et puis on se retrouve lundi matin encore une fois comme d'habitude. Bye bye.